Please be seated. So, Mr. Ostojic. Le président. Bien, Maître Ostojic, vous avez la parole, Maître Ostojic. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Nous sommes arrêtés en discutant brièvement des moyens de preuve fournis par l'accusation concernant M. Deronic. Ils n'ont pas réconcilié le fait selon lequel M. Deronic affirmait qu'il avait des instructions de Karadzic, bien que dans leurs accusations et déductions, ils sont allés assez loin et je peux probablement essayer d'utiliser ces moyens de preuve dans d'autres... Ils ont essayé d'utiliser ces éléments de preuve dans d'autres affaires devant ce tribunal, mais il faut donc rapprocher le fait que Karadzic a donné des instructions à M. Deronic le 8 et le 9 juillet 1995 à tuer des prisonniers de guerre de Srebrenica, c'est clair. Et si c'était comme ça, il n'y avait pas besoin pour Karadzic d'envoyer un messager ou un coursier ou une autre personne pour donner les mêmes informations à M. Deronic. Je pense qu'ils disent dans leurs moyens de preuve. Et l'accusation ne peut pas, sauf votre respect, se fonder sur le témoignage de Deronic pour ce qui est de M. Béhara pour plusieurs raisons. Ils savent, pour ce qui est de la jurisprudence de ce tribunal, ils savent qu'il n'y a pas... on ne peut pas présenter des moyens de preuve qui représentent des mensonges, des déclarations erronées, parce qu'ils savent qu'ils peuvent être donc condamnés pour des faux témoignages. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils m'ont pas dit pourquoi ils se sont basés sur ce témoignage. La loi est claire. Pour ce qui est du témoignage de Deronic, vu qu'il témoignait contre l'accusé, non seulement qu'il devait être contre-interrogé devant cette chambre, ils savent ce que la chambre d'appel et la chambre de première instance ont dit pour ce qui est de Deronic, et en particulier que son témoignage n'était pas crédible, qu'il ne devrait pas être utilisé, sans d'autres moyens de preuve corroborant cela, d'autres témoignages et d'autres documents. Ils savent, ils connaissent la conversation interceptée du 13 juillet 1995, CP 1149 à 20h10, mais vu tout cela, ils n'ont jamais dit pourquoi ils pensent qu'il est crédible et fiable et pourquoi donner une valeur à ce témoignage. Donc il passe sous silence cela. Et tout ce qui est lié à M. Deronic, et de même, ils apprécient le fait que en fin de compte, je pense que le témoignage de Deronic est un mensonge, tout simplement. Il n'y avait pas d'autres témoins jusqu'à ce jour. Là, pour ce qui est de cette date, le 13 juillet, qui l'accusation a présenté, pour ce qui est du 14 juillet également, M. Van der Puy utilise le critère selon lequel il dit que Milan Tcherkez, Svetlana Gavrilovic et Mila Onodible, que leur témoignage devait être analysé de façon attentive et au cas où leur déclaration ne soit pas donc concluant ou plausible, qu'il faut les rejeter dans leur intégralité. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Je vais accepter ce critère si cela s'applique à tous les témoins de l'accusation, mais s'il n'y a pas de moyens de preuve concluants, s'il n'y a pas d'éléments de preuve corroborants, il faut rejeter de tels moyens de preuve également. Le 14 juillet, pour ce qui est du 14 juillet, l'accusation a présenté 3 témoins qui, d'après eux, corroborent le fait que Lyubisha Behara était Azvornik à Bratunac et à Novakasaba, et dans cet ordre chronologique. Si vous regardez attentivement les témoignages de ces témoins, et vous allez le faire, je le sais, vous allez voir que c'est tout à fait impossible pour ce qui est des dates indiquées. Le premier témoin de l'accusation est Milorad Berchakovic, et l'accusation se base sur son témoignage, mais son témoignage a été réfuté. Son témoignage
été contredit par d'autres moyens de preuve de l'accusation pour ce qui est de ces carnets de bord. Ils ont dit eux-mêmes qu'il n'était pas possible, donc par rapport aux déclarations qui nous ont été communiquées, et c'est la pièce P296, donc ce carnet de bord nous démontre qu'il n'était pas parti du QG à poste de commandement avancé. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure. Il y avait 5 personnes qui étaient parties avec lui à l'époque. Non seulement que les documents contredisent le témoignage de Milorad Berchakovic, qui d'abord a affirmé qu'il avait amené Drago Nikolic du poste de commandement avancé au QG, et ensuite il a dit qu'il avait vu Behara au QG de Zvornik, ce qui est important pour cette analyse, pour ce qui est de l'heure de ces événements. Et encore une fois, il déclare qu'il était 8h, 8h30. Pour être tout à fait honnête envers l'accusation, il nous dit pendant combien de temps la réunion a duré. Il nous dit combien de temps lui a fallu pour venir du QG de Zvornik, de près de Zvornik jusqu'au poste de commandement avancé, et pour y revenir, il nous dit quand ils seraient partis. Et le témoin PW 162 aurait été seul à cette réunion. Il n'y avait personne pour corroborer cela, qui était avec Behara Bratunat à peu près à la même heure, à 9h, à 9h30. Il est impossible de rapprocher les témoignages de ces témoins sans les considérer ensemble. Vous étiez à ce site, vous savez combien de temps vous avez dû mettre pour y arriver, et dans les meilleures conditions. Et j'ose dire qu'à l'époque où l'accusation, ou l'heure indiquée par l'accusation pour ce qui est du 14 juillet, il y avait des conditions qui ne permettaient pas de se déplacer aussi vite d'un endroit à l'autre pendant cette courte période de temps, ce qui est compliqué pour ce qui est de la thèse de l'accusation. Et d'un autre facteur ajouté par l'accusation, bien que M. Butler ait considéré que Vincent Egbert a vu Behara le 13 ou le 12, sur la base donc de son témoignage, il est tout à fait clair, et je peux vous donner la référence si vous le voulez, qu'en fait Egberts affirme d'avoir vu M. Behara le 14, et c'est ce que dit l'accusation. Et encore une fois, dans la matinée, c'était dans la matinée, et brièvement, leur thèse est que le 14 juillet 1995, Behara se trouvait à 3 sites différents à la même heure, qu'il avait parlé avec 3 personnes différentes, mais d'après l'accusation, nous n'avons pas de moyens de preuve corroborant ces 3 situations. Pour ce qui est du témoin PW 162 qui affirme qu'il avait vu Behara dans la matinée du 14 juillet 1995, nous devons tout simplement regarder ce qu'il a dit à la page du compte article d'audience 96-27 et 96-28, où il a dit qu'il n'était pas en mesure de reconnaître Behara. Dans notre mémoire en clôture, au paragraphe 116, on parle en détail de tout cela. PW 162, et la personne dont Denionich a parlé lorsqu'il a dit qu'il avait des liens étroits, et qu'il était en mesure de réinventer la chronologie des événements. PW 162 était donc perturbé par le fait que nous savions pendant son témoignage qu'il avait parlé avec Denionich. D'abord, il voulait de nier cela, après quoi il s'est souvenu de cela, et ensuite, tout simplement, il a rejeté cela. PW 162 est une personne qui affirme que quand il est parti pour voir Behara au bureau du SDS, que le secrétaire l'a appelé d'y entrer pour voir Behara. Il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de témoignage provenant d'un secrétaire pour confirmer cette affirmation. Il n'y a pas de registre dans le bureau du SDS pour corroborer cette allégation que ces réunions ont eu lieu. Et encore moins au bureau du SDS, les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la réunion et dont parle le témoin PW 162 sont à être soupçonné également. Il dit que Behara l'a mené au bureau du président du SDS pour parler avec un autre colonel et un autre lieutenant-colonel qui, juste comme le témoin PW 161, ne savent pas de qui il s'agit.
ils ne se souviennent pas de ces personnes. En fait, pendant qu'ils prononçaient ces mensonges, ils ont dit que ces personnes n'ont jamais été présentées à nous. Et d'après ces sources inconnues par ces témoins, pour ce qui est des témoins PW 161 et 162, tout simplement, ce sont des mensonges pour ce qui est de leurs histoires. PW 162, contrairement à PW 161, dit que Berra n'était pas au bureau avec deux autres personnes, mais que tout simplement, il les a menés au bureau et qu'il est resté à l'extérieur du bureau. PW 162 et 161, bien qu'il y avait des tentatives évidentes de s'inculper mutuellement, ont donc inventé leurs histoires. Les deux ont voulu présenter la même histoire pour que le procureur, l'enquêteur et peut-être même un juge croient que cette réunion a eu réellement lieu. Mais ce n'était pas le cas. Et donc il n'y a pas de moyen de preuve pour corroborer les affirmations de PW 161-162 ou Milorad Birchakovic, sur la base desquelles cette chambre donc pourrait estimer qu'il s'agissait des témoignages indépendants ou crédibles. Et vu le fait qu'il n'y a pas de moyens de preuve corroborant cela, vu le fait qu'il n'y a pas de témoignages d'autres témoins pour donc étayer cette affirmation, vous confirmez cela, ou bien quelqu'un d'autre s'est souvenu des mêmes événements, je suggère, sauf votre respect, que la Chambre devrait rejeter les témoignages des témoins PW 161-162 dans leur intégralité. Et pour ce qui est de M. Egbert, mes commentaires antérieurs pour ce qui est de cette personne sont avérés vrais, comme cela est indiqué dans notre mémoire de culture. M. Egbert est un témoin unique et présente un problème unique pour ce qui est de la défense. Et je suis certain que les autres le voient, en moi c'est mon cas, donc le voient comme quelqu'un qui est sincère lorsqu'il a témoigné, mais peut pourtant, lorsque l'accusation demande donc la peine d'emprisonnement à vie, je crois qu'il est nécessaire non seulement entendre le témoignage d'une personne qui a l'air d'être franc et d'être indépendant. L'accusation a pour obligation a de l'expérience et des connaissances également suffisantes pour amener dans ce prétoire des moyens de preuve qui corroborent le témoignage de M. Egbert. Donc, au lieu de cela, qu'est-ce qu'ils nous ont offert? Ils nous ont offert des prises aériennes pour nous montrer qu'il y avait réellement des musulmans de Bosnie, des prisonniers de guerre à Nova Kosovo. Je ne pense pas qu'on ait contesté cela. Je pense que ce que nous contestons, c'est que ce que M. Berra a vu à Nova Kasaba, le fait que M. Berra était à Nova Kasaba, le juge Kwon m'a posé une question pendant notre présentation des présentation de preuve au début de cette affaire, au moment où Egbert a témoigné. Il m'a demandé quelle est votre position par opposition à l'accusation. Lorsqu'on nous pose des questions, nous répondons de façon directe. Et peut-être qu'un avocat m'aurait suggéré de dire tout simplement, Monsieur le juge Kwon, ce n'est pas à la défense qu'incombe la charge de la preuve. Je ne peux pas vous répondre à cette question. C'est eux qui doivent prouver que M. Berra était là-bas. Il peut facilement prouver cela s'il le veut, mais le fait qu'ils ont refusé de convoquer Zoran Malinic, l'interprète Neboisha, le fait que l'accusation n'a pas donc cité Alabar Teolutke pour corroborer les affirmations de M. Egbert, devrait être donc examiné de façon adéquate et de façon rigoureuse. Si l'une de ces personnes se souviennent ou savent que M. Berra était là, dans ce cas-là, nous aurions dû voir ces trois personnes. Cette déduction est claire. Ces trois personnes n'ont pas fait cela et ne peuvent pas donc corroborer la confirmation de M. Egbert dans ce sens-là. Ensuite, pour ce qui est du témoin PW 104, pour lequel l'accusation a dit qu'il se trouvait sur la liste de 14 personnes, 14 témoins de l'accusation qu'il aurait vu M. Berra. Ce témoin a également avancé que M. Berra était au QG de la brigade de
Zvornik à la date du 14 juillet, et cela dans la soirée. Pour ce qui est de ce témoignage, je pense que après avoir donc examiné tout cela, vous allez trouver que cela n'est pas plausible. Il s'agit d'un civil local qui travaille avec des Roynich et avec le personnel de Bratonats en 1992 et qui avait il a été élu à cette fonction à Zornik par le biais de ses contacts avec d'autres personnes. Pour ce qui est d'autres témoins de l'accusation concernant la présence et l'identification de M. Behara, du combat, de la guerre, cette personne est partie en vacances au Monténégro. Il nous a également dit qu'il était là-bas avec son beau-frère, pour lequel il a dit qu'il était chauffeur d'un autocar, et c'est quelqu'un qui a aidé au transport des musulmans de Bosnie de Bratunac à des sites différents. C'était ses motifs. Ce témoin n'a pas son témoignage n'a pas été étayé par d'autres moyens de preuve, par d'autres témoignages, et il est tout à fait clair, après avoir examiné son témoignage, que ce témoignage n'est pas plausible et impossible. Nous avons une autre personne qui a parlé de la date du 14 juillet 1995, c'est Marko Milosevic. Il est, comme nous le savons, a été commandant adjoint du 6e bataillon de la brigade de Zvornik. Maintenant, il s'agit d'une personne qui a essayé de nous dire qu'il y avait des moyens de preuve qui étayait le fait qu'il était avec son adjoint, Ostoja Stanisic. Les deux personnes veulent que vous croyiez qu'il se trouvait près ou autour de l'école à Petkovci, ou tout près de l'école, et je pense qu'il a dit qu'il avait vu là-bas des Behara qui s'étaient approchés de l'école où se trouvaient les prisonniers qui étaient détenus là-bas, et que cela n'avait rien à voir avec M. Stanisic et M. Milosevic. Il est allé là-bas tout simplement pour transmettre le message à M. Behara. Comment cela est plausible? Comment il est réel de penser qu'un commandant adjoint et le commandant du 6e bataillon qui ont vu la situation, qui ont apprécié la situation, de ne pas faire rapport à propos de soi à qui que ce soit? S'il est vrai que Behara était là-bas, et ils auraient dû noter cela dans leur registre. C'est une chose positive à leur faveur, parce qu'ils ont pu penser que de mauvaises choses se sont passées à 5 minutes d'où nous étions. Il y avait d'autres personnes là-bas, nous ne voulons pas y être impliqués. Et au lieu de tout cela, ils vous disent qu'ils sont revenus au commandement où ils ont entendu des tirs et que tout cela s'est passé. Et je conteste le témoignage d'Ostoja Stanisic. Et il a dit qu'il a été impliqué à des meurtres et que ces personnes également y ont été impliquées à ces meurtres. Et il a donc parlé de cela comme si c'était quelque chose de personnel, et en fait il devait faire cela. Et je lui ai dit que j'ai considéré que j'ai eu la même opinion, et il n'est pas possible qu'un commandant adjoint comme Marko Milosevic dise qu'il était au courant de ce qui s'est passé à l'école de Petkovci, qu'il était allé là-bas, qu'il avait vu Behara, mais que tout cela n'a pas été enregistré nulle part. Ce n'est pas plausible, cette histoire. Vous avez entendu, bien que cela n'a pas été communiqué par l'accusation, que ces deux personnes ont été
interviewés par l'accusation le même jour. Ils ont voyagé ensemble pendant 3 ou 4 heures à bord d'une voiture. Avant cela, ils ont rencontré le personnel du bureau du procureur pour discuter de Srebrenica et de l'implication à tous ces événements. Encore une fois, ils ont menti. Ils ont dit nous ne sommes pas parlé de ces événements. Nous avons parlé d'autres choses, mais nous n'avons pas voulu discuter de cela. Et il n'était pas sérieux, ce n'est pas plausible, ce n'est pas possible. À savoir que pendant un trajet de 4 heures, on ne parle pas de cela. S'il est vrai qu'ils avaient vu M. Behara et s'il est vrai qu'ils savaient qu'il y avait des prisonniers de guerre à l'école de Petkovci, il n'est pas plausible qu'ils n'ont pas discuté de cela pendant ce trajet à bord de voiture avant d'aller au bureau du procureur pour ce premier entretien. Donc ils ont inventé cette histoire pour se débarrasser de leurs responsabilités parce qu'ils savaient qu'ils étaient responsables. J'étais dans la zone de responsabilité à l'école de Petkovci. Tout cela s'est passé, ça reprend dans la zone de responsabilité où se trouve l'école de Petkovci et la moindre chose qu'ils aient pu faire s'il y a un grain de vérité dans leur affirmation que Behara était là, était d'enregistrer cela, parce que plus tard, ils auraient pu utiliser cela pour se donc débarrasser de leurs responsabilités. Ils n'ont pas fait cela parce qu'ils ne pouvaient pas le faire, parce qu'ils savaient que Behara n'était pas là. Et ensuite, ils disent qu'ils ont transféré un message à Behara. Personne d'autre ne peut confirmer d'avoir vu Behara à l'école de Petkovic. Personne d'autre ne confirme que Behara était rentré à l'endroit où se trouvait Oster Stanisic pour faire cet appel téléphonique. Nulle part dans un registre, cela n'a été enregistré. Oui, nous allons transférer le message au colonel Behara. Je pense que ces registres sont à être soupçonnés et je vais m'occuper de cela plus tard. Et il n'y a aucun doute que Oster Stanisic et Marko Milicevic aient coordonné leur témoignage. Il n'y a aucun doute et il est impossible. Il ne faut pas y croire que ces deux personnes qui se trouvaient en charge du bataillon n'ont pas informé les autres pour ce qui est des circonstances, des conditions qui prévalaient à Petkovci, qui n'ont pas informé, par exemple, M. Behara de cela, qui a été activement impliqué aux activités à Petkovci. Donc, ils auraient écrit cela pour informer les autres. Ils auraient certainement été en mesure d'utiliser cela pour se débarrasser de la responsabilité de ces crimes. Encore une fois, pour ce qui est de Marko Milosevic, il n'y a pas de moyen de preuve qui corrobore son témoignage. Ce que l'accusation dit, c'est que ce qui a des choses concluantes pour ce qui est du fait qu'il cherchait Behara ou qu'il lui a transmis un message. Pourtant, il s'agit ici d'une procédure au pénal et pour ce qui est des moyens de preuve, il ne faut pas que cela soit concluant, il faut que ça soit vraiment de nature à convaincre. Mais il n'y a pas de tel moyen de preuve lorsqu'il s'agit des identités présumées de M. Behara et de sa présence à l'un des sites cité par l'accusation. Le 15 juillet 1995, la soirée de cette date-là, l'accusation dans son mémoire en clôture se base sur le témoignage d'un témoin. Pour ce qui est de cela, c'est PW 165. Ce témoin a passé cette journée entière en gardant les prisonniers de guerre à l'école à Rocevic. Après être retourné dans la caserne, quelqu'un, et encore une fois, d'après ce qu'il a dit à la chambre, une personne inconnue a dit à PW 165, je cite bien, le commandant a eu une réunion avec Popovic et avec Behara. Le témoignage de ce témoin n'est pas seulement, comme le dit M. Van der Pouy, sans aucune valeur, c'est complètement sans valeur par rapport à l'identité de M. Behara. Ce témoin ses propos, les propos de ce témoin n'ont pas été étayés par quelqu'un d'autre, donc par aucun autre témoin. Ce témoin ne se souvient même pas qui lui a dit qu'il s'agissait de Behara. Il a également avancé que le 15 juillet 1995, il a fait référence au commandant Obrenovic. Regardons ce que PW 168 dit à propos d'Obrenovic. Je sais
qui l'a dit cela dans son témoignage. PW 168 nie d'être présent à cette réunion et dans le témoignage du même témoin, au paragraphe 8.7 cité au mémoire en clôture de l'accusation ainsi que dans les compte rendu du témoignage du témoin PW 168 à la page 17061 où il a dit clairement que dans la période du 10-12 au 18 juillet, il n'a jamais vu Béara. PW 165 a également reconnu et admis que jamais après ni avant ni après cet incident, il n'a vu Béara. Tout simplement, il a dit, une personne inconnue m'a dit qu'ils étaient dans la caserne PW 165 en tant que policier militaire de la brigade Zvornik. Nous aurait clairement dit qu'il avait vu Béara à l'école de Zvornik ou que cela s'est passé le 15 juillet. PW 165 ainsi que son témoignage, comme je l'ai déjà dit, sont sans valeur et il ne faut pas lui accorder il faut lui accorder aucun poids. Pour ce qui est du 16 juillet 1995, encore une fois, l'accusation a présenté seulement un témoin. Regardez notre mémoire en clôture à la page 130, paragraphe 424, où nous analysons le témoignage de Slavko Peric. Mais brièvement, il faut que je vous dise ce que Peric a dit sous serment. Il a dit, je cite, « Je ne peux pas dire avec certitude » fin de citation, que la personne que j'ai vue était Béara. C'est la page du compte-rendu 11411 du mai 2007. Il a dit à la Chambre, après avoir averti qu'il était possible qu'il soit donc inculpé de faux témoignages, il a répondu, je cite, « Je ne peux pas dire cela avec certitude. » L'accusation a choisi de ne pas prendre en considération ce témoignage. Ils ont choisi de ne pas essayer de rapprocher cela avec d'autres témoignages pour la Chambre. Tout simplement, ils ont donc maintenu cette version non concluante pour ce qui est de quand et si il a réellement vu M. Béara. Encore une fois, pour ce qui est de Slavko Peric, comme c'était le cas des témoins PW 165, 162, Boško Momčilović et d'autres, que j'ai mentionné, il n'y a pas d'autres moyens de preuve qui corroboreraient ou qui peuvent être de nature à accorder un poids à des témoignages de cette personne qui avance qu'il avait vu Béara le 16 juillet 1995. Donc le 16 juillet 1995, si on prend cette date, nous pouvons passer à des conversations interceptées, mais avant de le faire, j'aimerais souligner un fait, et encore une fois, que pour ce qui est de ces 14 témoins pour lesquels l'accusation dit que leur témoignage corrobore le fait que Béara était présent à ou autour de Bratunac ou Zvornik, dit de ces 14 témoins, leurs témoignages n'ont pas été corroborés. 10 d'entre eux n'auront pas de registre pour pouvoir corroborer cela. Ils ont entendu cela de sources inconnues. Ils n'ont pas connu M. Béara et comme professeur Wagenaar a décrit dans son témoignage. Et l'accusation a omis quelque chose pour ce qui est du témoignage de professeur Wagenaar. Dans leur mémoire clôture, ils ont accepté ces points de vue et tout ce que le professeur Wagenaar a essayé de nous dire était qu'il y avait une méthodologie claire à l'aide de laquelle si vous voulez avoir des moyens de preuve pour l'identification, il faut appliquer une procédure. Nous avons donc passé beaucoup de temps à passer en revue toutes les caractéristiques de M. Béara qui sont très claires et très distinctes. Les témoignages de témoins dans ce sens-là ne sont pas cohérents et j'invite la Chambre à se pencher sur les modes qui ont été appliqués pour faire cela et pour voir quel poids serait donné à des témoignages de ces témoins. Si 10 de ces 14 témoins n'ont pas eu, si leurs témoignages n'ont pas pu être corroborés, ou bien si, comme l'accusation les a appelés, il s'agissait des menteurs ou des personnes qui ont fait des faux témoignages, qu'est-ce qui nous reste? 4 témoins. Momir Golic, Merstadornic, PW 161, Ljubomir Borchanin, et si nous excluons M. Borchanin, il y a 3 témoins dans cette affaire qui ont dit qu'ils avaient vu M. Béara. Et si vous rajoutez PW 162 à ces 3 personnes, ces 4 personnes,
examinons donc leur témoignage attentivement et vous allez trouver qu'il y a des incohérences. Vous allez trouver donc qu'ils ont fait ces témoignages pour arriver à la situation où M. Barras serait acquitté. Vous allez trouver que il n'y a pas de rigueur et de justesse qui est exigée dans cette procédure, que l'accusation, en fait, n'a pas réussi donc à s'acquitter de leur charge de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Et vérifions encore une fois PW 138. Laissons à l'accusation dire pourquoi ils ont choisi et ensuite ils ont choisi de rejeter son témoignage. Regardez également le témoignage de Zlatan Chelanovic. Vous allez trouver que M. Behara n'était pas et ne pouvait pas être, et il n'y a pas d'autres moyens de preuve qui corroboreraient le fait qu'il était là-bas. Bratunac à l'époque indiqué, et c'est une pure coïncidence, et peut-être que cela s'est passé comme cela pour ce qui est des témoins de la brigade de Zvornik qui ne pouvaient pas donc corroborer cela, mais ils continuent à affirmer que Lyubisha Bara était présent à un moment donné. Pour ce qui est du 14, comme on a déjà dit, cette période de temps n'a aucun sens pour ce qui est de la personne qui part du QG de la brigade de Zvornik, passe par Bratunac et revient vers Nova Kasaba pendant une courte période de temps. La charge de la preuve, encore une fois, incombe à l'accusation, sauf votre respect. Ils ne sont pas acquittés de cette charge pour ce qui est de leur affirmation que Behara a été présent. Certainement, il faut comparer les témoignages des témoins de la défense avec les témoignages des témoins de l'accusation, mais il ne faut pas que l'accusation soit de convaincre vous-même ou une autre personne qu'il y a des doubles poids de mesure. Et si le témoin ne peut pas se souvenir d'une date ou n'est pas cohérent, s'il s'agit du témoin de la défense, il faut rejeter cet témoignage. Mais s'il s'agit du témoin de l'accusation qui fait la même chose, il faut il faut le croire. Je suis sûre que vous ne l'avez pas faire ça. Pour ce qui est de M. Butler, qui a analysé les documents, les témoignages, les déclarations en tant qu'analyste militaire pour l'accusation, il nous a dit sincèrement que M. Behara n'a pas été vu nulle part pendant la période du 17 au 31 juillet 1995. Il nous a également dit qu'il n'y avait pas de moyen de preuve pour démontrer M. Behara qui corroborait cette thèse. L'accusation ne peut pas donc rapprocher les témoignages et les positions qui étaient les leurs dans leur mémoire en clôture. Et tout simplement, ils ont fait ce dont ils ont l'habitude de faire. Donc, ils ne regardent pas les moyens de preuve, comme c'était 2DPW19. Ils ne regardent pas les moyens de preuve, comme c'était le témoignage de Jakob Bienenfeld, comme c'était le témoignage de Zoran Malinic et les autres. Et pour ce qui est et des charges retenues contre l'accusé, pour ce qui est de GEPA, son témoignage, c'est à la page 20213 où l'accusation avance que ils ont témoigné contre Behara, et la question qui a été posée est comme suit: du 17 juillet au 31 juillet 1995, quelle était votre analyse pour ce qui est de l'endroit où se trouvait M. Behara? Réponse: je ne crois pas que nous avons des conversations interceptées ou d'autres informations qui concernent l'endroit où il se trouvait pendant cette période-là. Et par conséquent, nous lui avons posé la question suivante: quand l'opération de GEPA a commencé et quand a été finie? Et il nous a donc parlé de cela à la page inaudible. Il nous a dit,
il faut que cela soit situé dans le contexte approprié, Maître Ostojic, et j'ai accepté cela. Et ensuite, il a dit, donnez-nous donc indiquez-nous la période de temps, quand cela a commencé, quand cela a fini. Et nous savons que quelqu'un qui n'a fait rien pour ce qui est de cela a partagé cette responsabilité. Et il nous a dit les civils qui ont été transportés de l'enclave de Jepa à partir du 26 juillet, est-ce que vous savez de cela? Quand cela a été terminé, monsieur, je pense que c'était en 2 jours, 3 jours que tout cela a été fait. Donc cela aurait dû se passer le 28 ou le 29, d'après votre analyse. Oui, monsieur, et je crois que j'ai ces dates dans mon rapport. Il ne s'agissait pas d'un processus long. Ça a duré au maximum 2 jours et je reviens à M. Butler et je lui demande à la page suivante, monsieur, ai-je raison pour dire que l'opération de Jepa répond, j'ai vu Béara à ce point, probablement tout près, vers la fin de l'opération de Jepa, il était à ce point de contrôle et c'est la seule fois que je l'ai vu là. Encore une fois, lorsque vous évaluez le témoignage de ce témoin, donc, pour ce qui est de corroborer ce témoignage, en fait, il n'y a pas de moyen de preuve pour corroborer ce témoignage. Ce témoin n'a pas pu donc se souvenir de la date du tout. Nous savons et nous admettons que l'implication de M. Béara pour ce qui est du 1er août 1995, beaucoup de temps après l'opération, donc a cessé. L'accusation a essayé de mettre M. Béara au point de contrôle à Jepa beaucoup de temps avant le 1er août 1995 et cette conversation interceptée. Ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas de moyens de preuve qui corroboreraient cela, ni de documents. Et seulement ce témoin pour corroborer cette affirmation que ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Et il est réellement... Et si vous croyez que, monsieur le procureur, qu'il y avait d'autres personnes à d'autres points de contrôle, vous avez des moyens de preuve, des témoignages d'autres personnes qui étaient à ce point de contrôle. À un moment donné, il n'y a pas de moyens de preuve qui dirait que M. Barra était au point de contrôle pendant ou avant l'opération. Et c'est ce que je me suis attendu à ce que il présente tous les documents de façon rigoureuse et juste. Et je ne crois pas que nous avons reçu cela par rapport aux témoins et par rapport à ce qu'ils appellent d'autres moyens de preuve qui corroborent leur thèse pour ce qui est de M. Béara. Et ce sont les conversations interceptées. J'aimerais maintenant parler de ces conversations interceptées. Et comme je l'ai déjà dit, nous allons finir avec le témoin. Ce témoin le 16 juillet. Et au titre d'exemple, nous devrions regarder la conversation interceptée du 16 juillet. Je pense que c'était la conversation P1187. Bien, alors cette conversation, écoute téléphonique, est une conversation qui a eu lieu à 11h11 le 16 juillet 1995 entre Béara, Sredovic et Axe. Et X, ils prétendent que
le terme de triage était un nom de code pour désigner le meurtre. Il n'accepte pas le terme de Vasic qui utilise le terme de liquider et tuer, qui signifie cela au pied de la lettre. Et ils ont préparé ou concocté le terme de triage qui est censé être un nom de code pour signifier le meurtre. Je pense que vous regarderez attentivement cette écoute comme nous l'avons fait. Qui s'est servi de ce terme triage au cours de cette conversation? D'après mon souvenir, ce terme a été utilisé 4 fois. Et 4 fois, c'est Tcherovitch qui utilise ces termes. Ce n'est pas Béhara. L'accusation déclare, comme le dit leur expert, M. Butler, qu'il n'y avait pas de triage des prisonniers de guerre qui a été mené le 16 juillet 1995. Par conséquent, cela signifie que, compte tenu de leur logique quantique, que ceci doit être destiné à tuer. Et donc, ceci n'est tout simplement pas exact. Et l'accusation le sait pertinemment. Les autres écoutes ou éléments de preuve que vous devriez regarder, ce sont les pièces P102. P12, correction de l'interprète, pardonnez-moi. P1200, pardonnez-moi, c'est 1200, P1200. Cette écoute téléphonique est datée du 16 juillet 1995 à 19h48. C'est une conversation entre 2 autres personnes qui évoquent la question des véhicules, des blessés, des personnes blessées. Et cette conversation est utilisée par l'accusation pour indiquer que d'autres savaient ou d'autres auraient pu savoir. Et c'est assez surprenant. Cette conversation parle du triage des personnes blessées, du triage des personnes malades, du triage de personnes qui sont restées à Bratunac. Pardonnez-moi, Srebrenica. Mais c'est ma parole contre la sienne. Si vous regardez ce document à la page 2, le terme de triage figure dans ce document. Le numéro REN, c'est le 009 3516. Le 16 juillet 1995, d'autres personnes évoquent le triage. Cela suffit-il? Eh bien, moi, je pense que cela suffit pour créer un doute raisonnable. L'accusation n'en tient tout simplement pas compte. Regardez, s'il vous plaît, la pièce du 1567, document qui est également daté du 16 juillet 1995. Je souhaite vous rappeler que l'accusation... le point de vue de l'accusation consiste à dire qu'il n'y avait pas de triage, il n'y avait pas d'éléments de preuve portant sur les blessés. P. 2567. Il s'agit d'un document de l'état-major principal daté du 16 juillet 1995 qui évoque la coordination entre différentes parties afin d'assurer le transport d'une centaine de personnes de Potocari et Bratunac à Tuzla. Il faut examiner les éléments de preuve présentés par l'accusation qui avance que ceci porte sur M. Béhara. L'écoute téléphonique du 16 juillet 1995 et comparer ceci à la pièce P 1200 et P de 1567. Et sauf votre respect, vous posez la question de savoir si leur interprétation du terme triage est exacte ou incorrecte lorsqu'il est utilisé ce jour-là. Ceci n'est pas le cas. Et il s'agit là d'une tentative de leur part. Ils avancent une allégation qui relève de l'imaginaire puisqu'ils doivent faire porter puisqu'ils doivent soutenir cette allégation à propos de M. Béhara. Tentative tout à fait désespérée. Nous allons maintenant regarder une ou deux autres écoutes qui nous intéressent. Je vais en sauter une ou deux parce que nous manquons de temps. J'espère que ceci était... De toute façon, ceci est évoqué dans le détail dans notre mémoire en clôture. Regardons la pièce P 1130, qui est une écoute
selon laquelle l'accusation dit identifier M. Behara à 10h15 dans cette écoute entre Zoka, Behara et Lukic. Le bureau du procureur, dans son réquisitoire, a posé cette question en forme de point d'interrogation et a dit cette conversation est hautement contestée par la défense Behara. Je ne vois pas pourquoi. Je vous demande donc de regarder ces 3 exemplaires que nous avons, P1130. Dans le document manuscrit, on ne voit jamais Behara qui parle. Et par magie, ce terme apparaît dans la traduction anglaise. La version dactylographiée parle d'elle-même, je suppose, et la version manuscrite. Et ce témoin qui a déposé a dit clairement, pendant la deuxième moitié, a dit qu'au milieu de ce document, je souhaite lui parler. Lucic souhaitait s'entretenir avec Tcherovic. Et ce témoin, tout en étant un témoin à charge, a maintenu ce qu'il disait. Et l'accusation avance que c'est Behara qui souhaitait parler à Zoka. Tcherovic, pardonnez-moi, je me suis trompée. Que c'est Behara qui souhaitait parler à Zokic. Mais c'est en réalité Lucic, comme ceci est enregistré par la personne qui assurait l'enregistrement. C'est lui qui souhaitait parler à Zoka. Et je souhaite que vous regardiez de près ce témoignage. Le point suivant, c'est le P1130. Si vous regardez la première partie, ceci semble indiquer que Behara était l'un des intervenants dans la conversation. Regardez les questions qui sont posées, semble-t-il, ou prétendument par Behara. Est-ce quelqu'un qui était au courant, qui avait la connaissance de ce qui se passait? C'était quelqu'un qui savait exactement ce qu'il se passait? Ou serait-il logique de dire que cette personne n'avait aucune idée, aucune information? Sa première question est celle-ci. Où sont-ils maintenant? D'après l'accusation et d'après la thèse générale de l'accusation, Behara aurait déjà dû être courant à 10 heures. Il devait savoir à ce moment-là où il se trouvait. Ceci est attribué également à Behara. Ces propos-là, ils ont été rassemblés, désarmés, tout. Comment l'accusation peut-elle concilier cela? Si Behara avait la connaissance, était au courant de tout cela le 13, cette écoute ne le corrobore certainement pas. D'autres propos attribués à Behara. Il y a quelqu'un pour les garder et il poursuit en disant ils sont enfermés, n'est-ce pas? Et pour finir, est-ce que vous avez assez de place là-bas? Cette personne qui pose ces questions ne savait certainement pas, n'avait aucune connaissance de cela et en tout cas n'était mêlée en rien à aucun des aspects cités, que ce soit le transport ou le massacre des musulmans de Bosnie. Vous trouverez à la page suivante Lukic dire laissez-moi lui parler, référence que j'ai citée un peu plus tôt. Je vous demande de bien vouloir relire le témoignage de cet opérateur qui enregistrait les conversations téléphoniques pour tenir compte pour analyser cette question et combien il était rigoureux et déterminé et que la thèse de l'accusation est inexacte et que Lukic en réalité cherchait à parler à Zoka. P1144, provisoirement associé à la pièce précédente, P1130, écoute téléphonique du 13 juillet 1995, 18h29. Il est intéressant de constater que l'accusation dit ce qui suit à propos de cette écoute. À la note en bas de page, un endroit comme un autre, assez curieusement, 4904, au paragraphe 2215 de leur mémoire en clôture, par rapport à la pièce P1144. Cette écoute indique clairement qu'il y avait des membres de la VRS qui n'étaient pas au courant de cette opération meurtrière. Par conséquent, ils étaient préoccupés par le filtrage des hommes musulmans capturés pour d'éventuels crimes de guerre, parce que sinon, ils pourraient être libres et à savoir être échangés. 1829, c'est l'écoute croate qui indique que M. Behara
a été capturé. L'accusation avance que ceci pourrait être à décharge. On parle du camp de Baskovski. On parle d'éventuels criminels de guerre et le transport de prisonniers au camp de Baskovski. L'accusation a appelé cette conversation, l'écoute croate. Elle a indiqué que c'était délibérément trompeur. Ils nous ont critiqué pour ne pas avoir développé ceci davantage. Et j'essaye maintenant. Et ils ont essayé également, se reprend l'interprète, de savoir d'où venait cette écoute, qui l'avait enregistrée. Si vous analysez tout ceci dans le détail à propos de M. Barra, si vous regardez le 13, les éléments de preuve, l'élément de la preuve P1140, l'écoute croate, si on regarde dans le P144 et les commentaires de l'accusation, vous constaterez que Behara n'avait aucune connaissance et n'était pas mêlé soit au transport, soit au meurtre des musulmans de Bosnie. Très rapidement, pardonnez-moi si je vais rapidement, regarde la pièce P1164, écoute du 14 juillet à 21h environ. Allégation ici. Que l'on indiquait que Behara avait reçu des instructions et avait reçu des consignes et devait appeler le poste 155. Certainement, nous avons essayé d'évoquer cette question-là pendant le contre-interrogatoire de l'opérateur en question et d'autres témoins. Certainement, si ce poste venait de l'état-major principal, Behara l'aurait su. Puisqu'on sait en général quel est son numéro de poste. Pendant la conversation, la personne en question qui, d'après l'accusation, était M. Behara, n'avait aucune idée du numéro de poste 155 et ne savait pas à qui appartenait ce numéro de poste. Eu égard au 13 juillet, pardonnez-moi si je saute un petit peu, les pièces P1140, P1144 et la conversation croate. Ensuite, nous arrivons à ce que est le joyau dans les présentations des éléments de charge de l'accusation. Il s'agit de la pièce du 15 juillet 1995, l'écoute qui s'est déroulée vers 10 heures. Nous estimons que cette écoute est suspecte, et ce pour un certain nombre de raisons. Premièrement, parce que Kerstich le nie. Deuxièmement, parce qu'aucune autre écoute téléphonique dans l'histoire de ce procès ou de toute autre affaire, aucune écoute n'a été enregistrée plus d'une fois. Ici, on indique qu'il y a trois opérateurs distincts qui ont enregistré cette conversation. Et nous, au début de cette affaire, au mois d'août de l'année 2006, nous avons dit au juge de cette chambre dans nos déclarations liminaires que cette écoute téléphonique est à décharge pour nous. Ceci ne prouve pas que Behara ait été impliqué dans des meurtres. Ceci ne prouve pas que Behara avait une quelconque responsabilité. D'après l'accusation, la personne qui parle est censée dire quelque chose et j'attends toujours la réponse de la part de l'accusation. Il ne dit pas « Écoute, mon vieux, j'ai été très occupé » parce que d'après l'accusation, il a été très occupé. J'ai rencontré des hommes politiques, des civils, des groupes du génie pour essayer de remettre tout ceci ensemble. Nous sommes en train de tuer des gens ici et là. Et il dit « J'attends, ça fait 3 jours que j'attends parce qu'il vient de rentrer ». Et il est rentré après avoir été absent et s'être trouvé à Belgrade pendant un certain temps. Cette écoute téléphonique et la discussion qui s'ensuit sur le triage, eh bien, est à l'encontre des documents ou contredit les documents du 16 juillet 1995. Cette écoute téléphonique conteste et contredit les arguments des 7 accusés ainsi que de leurs conseils, où ils disent Behara commandait, contrôlait, était à même de donner des ordres. Si tel était le cas, s'il pouvait donner des ordres, assurer la direction et le contrôle, pourquoi n'a-t-il pas simplement demandé à Kerstich « Va me chercher cet homme, c'est moi qui suis responsable », transférer simplement ces hommes. Et le fait est que Behara n'a jamais commandé ni dirigé une telle opération meurtrière. Cette écoute téléphonique, si on l'examine de façon pragmatique et raisonnable, on constate que ceci n'étaye en rien ce qu'avance l'accusation et n'étaye certainement pas la participation de M. Behara au crime allégué dans l'acte de l'accusation. Pour passer maintenant à un troisième élément de preuve que l'accusation, sur laquelle semble se reposer l'accusation.
Le troisième élément de preuve sur lequel se fonde l'accusation peut être, je crois, être décrit en moins de 7 pages, ce qui est assez unique. Et il parle du fait que le registre de l'officier de permanence à Zvornik étaye certaines de leurs propositions infondées. Le registre de Zvornik était déformé, comme nous le savons, parce que PW 168, il n'a pas changé les dates, comme cela a été dit par M. Gogic, permettait d'identifier l'expert Kathleen Barr. Nous ne savons pas très bien qui a rédigé les entrées ici. Et ceci peut porter sur M. Behara. Il est assez clair que toutes les entrées qui ont trait à M. Behara apparaissent à la fin du document ou sont insérées au début du document. Se fonder sur des documents comme ces derniers, alors que nous savons qu'il n'y avait pas de chaîne de conversation digne de ce nom et qui était déformée par quelqu'un qui avait besoin de documents, qui retenait ces documents pendant plus d'1 an, qui a retenu en sa possession, qui a admis avoir procédé des modifications au niveau des dates de ce document, est quelque chose par définition qui est suspect, auquel on ne devrait accorder aucun poids. L'accusation, lorsqu'ils avancent avec témérité qu'ils disposaient de 4 ou de 14, ou quel que soit le chiffre de témoins qui ont vu Behara, eh bien, les écoutes téléphoniques qui, d'après eux, cela les arrange, ne portaient absolument pas sur la question de triage de personnes à Bratunac et Potocari, alors que c'est le cas. Le fait de se reposer sur les documents de la brigade de Zvornik devrait être tout simplement rejeté. Ce que l'accusation vous dit de façon assez subtile, eh bien, nous ne disposons pas d'éléments de preuve par rapport à M. Behara, que ce soit au niveau de rapports de combat intermédiaires, que ce soit au niveau de rapports de combat réguliers, que cela émane d'un corps, d'une brigade, d'un bataillon ou d'un état-major principal. Nous ne disposons d'aucune correspondance de Behara envoyée à qui que ce soit. Nous savons que nous ne disposons pas de correspondance envoyée à Behara de quiconque. Nous ne disposons pas de correspondance qui évoque même le nom ou fait référence ou identifie M. Behara. Nous ne pouvons pas vous donner le registre de l'officier de permanence de la brigade de Bratunac. S'il n'y a pas d'éléments de preuve contre M. Behara dans ce sens, le registre de l'officier de permanence du corps de Ladrina, un autre document du corps de Ladrina, n'appuie absolument pas la thèse de la participation à M. Behara. Les écoutes téléphoniques techniques au niveau de la brigade et du corps ne peuvent pas étayer la participation de M. Behara du tout. Les archives du bureau de SDS concernant les désignations-nominations, ils ne l'ont pas produit. Aucun élément de preuve selon lequel Behara, qui était présent à un moment quelconque, quelles que soient les circonstances. Les notes personnelles du témoin PW161 concernant Deronic Nikolic P162, aucune. Qu'en est-il également des archives du MOP ou de Bratunac ou de Zvornik? Nous savons que Vassilch aimait écrire des lettres, probablement expliquant sa participation, bien qu'en fait se laissant emporter d'après l'accusation. Il n'avait pas vraiment voulu dire tuer, il ne voulait pas vraiment dire qu'il était responsable de l'ensemble de l'opération. Il était intimement mêlé avec M. Deronjic et la question des prisonniers de guerre, comme le reflètent ses propres documents. Est-ce que les documents du MOP étaient le fait que M. Behara savait ou était mêlé de cela d'une manière quelconque? Bien sûr que non. Tout ce qu'ils font, c'est de se fonder sur ces 3 écoutes téléphoniques, un registre de plus ou moins 7 pages et 4 personnes de Bratunac pour présenter leur thèse contre M. Behara. Non seulement leur thèse et leur accusation n'est injuste, non seulement elle n'est pas complète, ça je ne peux pas les en blâmer, mais il n'y a pas d'autres éléments de preuve qu'ils auraient pu présenter. S'ils avaient été en mesure de le faire, ils l'auraient fait. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et ils savaient exactement comment bâtir une thèse contre M. Behara, et ils ont fait un excellent travail pour ce qui est de tisser ensemble tous ces brins séparés, d'essayer de pointer un doigt vers M. Behara. Je voudrais respectueusement demander à votre chambre de ne pas accepter des témoignages faux et
peu logique de témoins dont je pense que vous verrez qu'ils sont moins que crédibles et qui ne méritent pas qu'on leur attribue du poids. Je demande à votre chambre d'examiner de très près les renseignements et les dépositions de ces personnes, non pas comme le ferait un procureur pour essayer de confirmer la théorie de ceci, une seule mesure convient à tous. Tous les membres de la VRS sont coupables d'une forme de complicité ou de participation ou d'une autre dans les meurtres de Srebrenica, mais de considérer tout cela de façon ouverte, honnête et comme je m'y attends, je suis sûr que vous allez le faire, de considérer les éléments de preuve à la lumière de ce que nous avons présenté comme défense et de voir quelles seraient les interprétations raisonnables. Accepter le défi lancé par M. McCloskey, que s'il y avait deux interprétations raisonnables, la défense devrait l'emporter. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est ce que vous ferez. Vous verrez que les éléments de preuve et la thèse contre M. Béhara non seulement est particulièrement mince, mais en fait est nulle. Je voudrais aborder, dans les derniers instants qui me restent devant la Chambre, je voudrais simplement dire à quel point nous sommes reconnaissants de ce que vous avez fait, de nous avoir permis de présenter nos thèses et nos éléments de preuve. J'ai essayé de citer Miloš Tomovic, j'ai essayé de citer d'autres témoins. Nous avons été limités par le temps, donc nous ne l'avons pas fait. Il existait des éléments de preuve pour lesquels M. McCloskey pouvait citer. Je ne veux pas lui passer, je ne veux pas le blâmer seul, mais je suis en peine pour M. Béhara. J'aurais dû essayer à 6 reprises différentes de faire comprendre que certaines personnes, l'importance de se présenter devant cette chambre. Plusieurs ont été hésitants, tous ne se sont pas venus se présenter comme nous l'espérions, mais je suis confiant parce que ce n'est pas à nous qu'incombe la charge de la preuve, que la Chambre ne nous reprochera pas cela, mais que c'était l'accusation qui était censée présenter les éléments de preuve et qui n'ont pas réussi à le faire finalement. Dans notre mémoire, je parle de la question de la peine. Nous ne sommes pas d'accord avec l'accusation pour de nombreuses raisons. Dans leur mémoire en clôture, ils disent que Béhara a été arrêté. Nous disons qu'il s'est rendu volontairement. Vous avez vu les éléments de preuve en ce qui concerne M. Béhara avec le ministre de la Justice dans une salle de conférence, disant au revoir à sa famille et étant emmené dans un avion privé aux Pays-Bas et à La Haye. Il n'a pas été arrêté. Ils n'ont présenté aucune preuve de son arrestation. Nous avons vu la vidéo. Nous savons qu'il s'est rendu volontairement. En ce qui concerne la peine qui doit être imposée, l'accusation a dit dans ses remarques liminaires, et on a identifié M. Schindler, je suis sûr que nous avons tous vu le film La liste Schindler, et il n'y a guère de doute qu'on aurait pu faire davantage, il n'y a guère de doute que ceci aurait dû être fait. Je suis convaincu pour ce qui est de savoir qui est responsable et pourquoi ils sont responsables, mais je suis convaincu que Béhara ne l'est pas. Toutefois, si vous acceptez le critère que l'accusation vous propose, et ceci serait, comme je l'ai dit, le critère Schindler, alors oui, M. Béhara, avec tout le respect que je dois, monsieur, peut-être à ce moment-là aurait dû faire davantage, peut-être pouvait-il faire davantage, mais à la lumière de ça, à la lumière des commentaires de M. McCloskey et de la formule selon laquelle le Béhara n'arrive pas à la cheville de Blagojevic ou d'aucun des commandants, je suggère une peine, si vous voyez des éléments de preuve crédibles contre M. Béhara, je le souligne, si vous trouvez ces éléments de preuve qu'il était capable de faire cela, une peine qui ne soit pas plus de 9 ans. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie, Maître Stojic. Les membres de la Chambre se consultent.
All right. We were discussing. Le président. Bien, nous étions en train de nous demander si nous avions des questions à vous poser, mais nous avons décidé que nous ne voulons pas pour le moment vous en poser, tout au moins pour le moment. Alors maintenant, Maître Nikolic ou Maître Bourgon, je ne sais pas laquelle de vous deux, vous avez deux possibilités. Ou bien vous commencez maintenant et nous allons suspendre dans 17 minutes, ou bien nous suspendons maintenant et nous commencerons avec vos plaidoiries en clôture après la suspension, selon ce que vous préférez. Maître Nikolic. Monsieur le Président, nous préférons la deuxième possibilité, franchement, de façon à ce que nous puissions nous organiser et nous préparer et commencer. Après la suspension de séance, le Président, bien, nous allons suspendre pour 25 minutes.